pour démarrer cette matinée, eh bien, nous allons donner la parole tout d'abord à notre hôte, celui qui nous fait le plaisir de nous recevoir ici. Vous l'avez compris, il s'agit du président de la Cité de la Mer, Monsieur Frédéric Moncagny de Saint-Aignan, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Bonjour et merci de me permettre d'ouvrir cette deuxième journée. Vous l'avez dit, c'est pour nous, pour la Cité de la Mer, pour ces équipes, un plaisir, un privilège et un honneur d'accueillir pour la 3e édition ce festival Grand Océan. Je salue bien évidemment les personnalités présentes, Monsieur le maire, Monsieur le vice-président du département, Mesdames, Messieurs. Tout ce qui concerne l'océan, ici, c'est à la Cité de la Mer que vous pourrez trouver beaucoup de réponses, beaucoup de réponses à toutes vos questions. Et donc, vous êtes au bon endroit et vous avez évidemment choisi le bon endroit. Hier, nous avons eu une journée très dense, très riche. Je suis certain qu'aujourd'hui, ça sera encore mieux. Et en plus, le soleil est de la partie. Et demain, la journée à Réville, alors là, on annonce une météo formidable. Et donc, ça sera vraiment très, très bien. Très belle. Voilà. Je ne serai vraiment pas plus long, simplement pour vous remercier encore une fois. Et puis, eh bien, je cède la parole à ceux qui savent et surtout que l'aventure continue. Merci Monsieur le Président pour ce mot d'accueil. Monsieur Frédéric Moncagny de Saint-Aignan. Alors, effectivement, elle a raison. On va donner donc la parole alors, à des élus, mais pas que. Donc, en plus des experts scientifiques, on a les élus qui font beaucoup sur leur territoire, justement, sur le littoral. Et ce sera le cas avec des exemples d'actions engagées et une perspective sur leur territoire. Donc, nos élus vont se succéder jusqu'à environ 9h40 pour nous donner justement des exemples d'actions. Le premier, il s'agit de Benoît Arrivé, qui est le maire de Cherbourg-en-Cotentin, avec Antonin Amiot de l'agence d'architecture, paysagisme et urbanisme, les Marneurs, que je vous demande d'accueillir pour une présentation d'un projet. Vous allez voir, c'est passionnant et vous avez 25 minutes pour vous. Merci messieurs d'être avec nous pour cette deuxième journée de ce festival Grand Océan. Je vous cède la parole, vous allez pouvoir nous expliquer votre projet. Allez-y, prenez un micro. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de cet éclairage sur le quai Lawton Collins. J'ai commencé à vous en parler hier et je suis très content que vous soyez là pour représenter les Marneurs et le groupe CETEC avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Donc merci à Antonin de s'être libéré. Et puis encore bravo pour le prix national que vous avez obtenu sur cette question de résilience. Le quai Lawton Collins, vous le connaissez, c'est toute la zone qui part du pont tournant et qui vous amène jusqu'à la Cité de la Mer. Cette zone, c'est aujourd'hui une friche industrielle qui choque de plus en plus, puisque dans le cadre des grands travaux de rénovation de la ville qui sont en train d'être menés, je pense aux rues piétonnes ou aux travaux dans le cadre du bus à haut niveau de service, avec la revalorisation des quais, je pense au quai Alexandre III ou au quai de Caligny, c'est vrai que cet endroit apparaît aujourd'hui un peu comme un no man's land. Et pourtant, c'est une zone essentielle, c'est une zone parfaitement bien exposée en termes de soleil. Et puis, c'est bien sûr, forcément, par définition, un boraquet. Et puis, c'est une zone qu'empruntent les croisiéristes à pied pour rejoindre le centre-ville. Et donc, en termes d'attractivité, d'image, il y a quand même mieux à faire. Donc, il y a quelques années, nous avons décidé de travailler sur la rénovation de ce site, en prenant un peu comme exemple ce que vous avez pu voir dans d'autres villes, je pense, alors en étant forcément à la taille de Cherbourg-en-Cotentin, mais je vous donne les exemples pour que vous puissiez comprendre l'état d'esprit. Ce qui a été fait à l'île de Nantes, par exemple, je pense au quai au Havre, par exemple aussi, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Et puis dernièrement, vous avez vu aussi les réaménagements des quais à Caen. En tout cas, en termes d'état d'esprit, de lieux multi-usages, de lieux où il y a du logement, de l'activité, de l'animation, des bars, etc., etc. C'est un peu l'idée qui était la nôtre. Avec, malgré tout, une vraie problématique, contrairement à d'autres villes que je viens de citer, c'est que ce site, il a plusieurs difficultés. D'abord, la ville n'est propriétaire d'aucun terrain. C'est un premier point important. Les terrains appartiennent à Port de Normandie, que je salue, ils sont peut-être encore là.
salue mes collègues aussi de la majorité municipale que je vois juste en face. Les terrains appartiennent à Port de Normandie ou à l'État. La ville n'a pas 1 cm² de propriété sur toute cette zone. Donc la ville a beaucoup d'ambition, il faut avoir de l'ambition lorsqu'on administre une ville. Et on l'a vu hier, les scientifiques l'ont dit à quel point le courage politique est important pour faire avancer les choses. Donc je pense qu'on n'en manque pas. Mais la ville n'est propriétaire, encore une fois, d'aucun centimètre carré. Donc il faut travailler aussi cette question foncière. Et puis ayez à l'esprit que cette zone aujourd'hui, c'est des bâtiments abandonnés, dont certains vont être détruits parce qu'ils menacent de s'effondrer. Le temps poursuit son œuvre. Et puis c'est aussi des bâtiments intéressants en termes d'histoire de la ville, puisque c'est des bâtiments qui ont compté. Si je prends la halle Bello, la cale Bello, c'était un chantier naval extrêmement important, qui a longtemps construit des bateaux, notamment des bateaux de pêche. Et donc les habitants sont aussi attachés à cela. Donc voilà un peu le contexte global. Je rajoute un autre impératif, c'est qu'une partie de ce quai est encore un quai travaillé. Donc il y a la question de la multiplicité des usages. Je pense par exemple au tout début du quai, où on a encore des activités pêche, où certains pêcheurs qui ne vont pas débarquer à la criée de l'autre côté viennent ici ce qu'on appelle débarquer au toucher. Et donc ce quai doit aussi rester un quai de travail, c'est important pour les activités, le maintien des activités pêche à Cherbourg. Et puis on a aussi l'implantation des pilotes du port sur cette zone. Donc beaucoup de contraintes qui nous ont fait réfléchir différemment. Et puis, entre deux, les réglementations ont évolué. Et donc, avec l'arrivée du PPRN et des réglementations, ce qui est une bonne chose, ce site, il est forcément touché par ce que j'ai évoqué hier, la montée des eaux, hein, le fait que les bassins peuvent de temps en temps, ça ne va pas s'arranger, déborder. Donc, cette question de submersion marine, elle est arrivée assez vite. Et donc, dès le début, on avait finalement, pour un maire, plusieurs options. Soit on abandonne le projet, ça a été des propositions, hein, y compris d'ailleurs de certains services de l'État, c'est-à-dire on ne fait rien et on n'en fait finalement pas grand-chose, puisque même le stationnement est interdit. Donc on en fait une sorte de grand espace dans un endroit fabuleux de la ville, complètement abandonné. Soit on décide avec courage de se retrousser les manches et d'essayer d'en faire quelque chose. Ça a été le parti pris qui a été le mien. Et finalement, on a décidé avec mes collègues à la mairie de faire de ces contraintes une force et d'essayer d'être extrêmement inventif avec la volonté politique de reconstruire la ville sur elle-même, de lui permettre de se régénérer, tout en acceptant les contraintes et en transformant ces contraintes en force et en faisant finalement du dossier de résilience un postulat de base fort du dossier, un impondérable qu'il fallait travailler. Et c'est là qu'on a commencé à échanger avec CETEC et les Marneurs, avec un cahier des charges ultra précis. Je vais te laisser maintenant peut-être compléter, et puis je reprendrai la parole tout à l'heure. Mais vous allez voir, puisque le projet aujourd'hui il est connu, on a une magnifique vidéo, je ne sais pas si on la présentera d'ailleurs, ou on a en tout cas au moins des très beaux slides qui vous montrent le projet dans ses formes. Il a été présenté à la population, il a été validé, y compris par les services de l'État. Donc vous allez voir qu'on construit des bâtiments un peu plus hauts pour que l'eau puisse arriver. On a des zones où on ne construit pas pour que l'eau puisse s'emparer de l'espace naturel, et puis quand l'inondation est terminée ou quand le débordement du bassin est terminé, l'eau repart. Donc il y a de la résilience, il y a de l'intelligence, et puis il y a aussi la capacité à dire aujourd'hui à cet endroit il y a un bâtiment, demain il n'y en aura plus. Par contre ici aujourd'hui il n'y a pas de bâtiment, demain il y en aura un. C'est tout le travail qui a été fait d'une grande qualité. Donc le prix national, je le redis, il était largement mérité. Et puis pour nous, ça nous a permis vraiment de cranter à la fois la volonté politique d'aménager la ville, et puis surtout la volonté de transformer encore une fois les faiblesses, les contraintes en opportunités. Je le disais hier aussi dans mes propos introductifs, pour être imaginatif et créer la ville de demain en s'appuyant sur son histoire industrielle, mais aussi en s'appuyant sur la réalité du risque aujourd'hui, sans le nier, sans le cacher, sans le nier auprès de la population. C'est les impondérables politiques qu'on vous avait donnés. Et je te laisse la parole pour aller un peu plus loin sur les aspects techniques. Et encore bravo et merci pour la qualité de votre travail. Merci, monsieur le maire, pour cette belle introduction. Et merci aussi pour la confiance que vous nous avez accordée dans le cadre de cette mission.
Rappeler aussi que c'est un travail qui a été co-construit vraiment avec la ville, ses habitants, ses techniciens. Et je pense que dans le cadre de la mise en culture du risque pour ce genre de territoire, c'est extrêmement important de travailler vraiment de manière transversale entre les partenaires politiques et les bureaux d'études. Donc là, je vais plutôt vous présenter un des aspects qui a été le socle de la commande, vraiment la façon dont on a considéré le risque sur ce territoire et comment finalement on en a déduit une forme urbaine, une faisabilité urbaine par rapport à cette approche de gestion du risque. Peut-être rappeler que finalement le quai Lawton Collins, il a une spécificité qui est vraiment cette situation dans une des plus grandes rades d'Europe. Donc c'est la double rade que l'on connaît, qui est à la fois extrêmement importante pour le développement des activités, puisqu'elle protège aussi des fortes houles, des tempêtes, toutes les activités qui se sont développées sur les bords à quai. Mais en même temps, elle met à distance, d'une certaine manière, ce territoire urbain, littoral, vraiment du rythme et des aléas marins. On voit sur cette cartographie, donc, qui était vraiment le premier travail en tant qu'urbaniste, paysagiste, architecte, on fait vraiment ce travail d'approche, on dit systémique, donc vraiment on va rentrer dans les différentes couches qui composent ce territoire. Et une qui nous intéresse particulièrement, c'est de comprendre comment le trait de côte à Cherbourg a évolué, notamment au cours des 2 derniers siècles. Et donc là, ce que vous voyez en pointillé blanc, c'est vraiment le trait de côte actuel que l'on connaît quand on parcourt Cherbourg. Et en superposition, vous voyez ce qu'était en fait le littoral à Cherbourg avant toute cette phase d'endiguement, donc de construction des zones en polder, donc d'avancée sur la mer. Et on s'aperçoit qu'on était vraiment dans une situation où il y avait donc ce petit fleuve côtier qui s'appelle la Divette, avec un estuaire vraiment libre et ouvert, qui se jetait donc dans l'actuelle rade. Et on voit aussi qu'il y avait finalement une série d'écosystèmes littoraux qui étaient en place, du système dunaire aux zones d'estran et de pleine mer. Et donc c'est vraiment ces paysages-là qu'on retrouve sur le littoral aujourd'hui dans le Cotentin, qui ont partiellement disparu du fait de l'expansion des activités industrielles, portuaires, etc. Donc cette première relecture finalement des milieux perdus et de la géographie perdue a été un élément un peu fondateur dans la réflexion de recomposition du quai. À savoir que il y avait, Monsieur le maire en parlait aussi, un héritage fort au niveau patrimonial. L'ancien casino, qui est occupé aujourd'hui par les fameuses tours casino. Donc, donc là, c'est vraiment le même point de vue, qui permet de comprendre aussi cette phase d'endiguement qu'on a eue sur l'estran. A créé donc une situation où on a venu gagner des terres sur la mer et aujourd'hui on a des événements alors qui sont très ponctuels. Cherbourg n'est pas dans le cas par exemple qu'on pourrait avoir en Charente-Maritime où on a eu la tempête Oxynthia par exemple qui a submergé clairement des terres de polder envahissant des centaines et voire des kilomètres en arrière, en rétro-littoral. Ici, on est finalement dans un risque beaucoup plus doux, on pourrait le dire comme ça, avec vraiment une montée de l'eau progressive sur les espaces portuaires et l'espace public. Néanmoins, c'est une tendance qui va avoir tendance à s'accélérer, en tout cas à se répéter, et avec des niveaux qui vont de plus en plus augmenter. Et dans ce sens-là, il s'agit vraiment de penser déjà, même de manière incertaine, un certain niveau de seuil de submersion sur le secteur du quai Lawton Collins. Un élément aussi qui a été extrêmement fondateur, c'est la présence finalement de cet aléa-là. Et sur le secteur du quai Collins, on retrouve, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais ce qu'on appelle donc des laisses de mer. Les laisses de mer, on les voit surtout sur les plages. Et en fait, c'est des vrais repères, justement, des différents épisodes de marée et de coefficients de marée. Donc on retrouve comme ça sur une plage une série de laisses de mer. Et sur le quai Lawton Collins, on retrouve aussi, à certains endroits, notamment au niveau de la cale de la Bello, donc cette photo a été prise à cet endroit-là, ces fameuses laisses de mer qui rappellent finalement le rythme de l'océan et la variabilité des coefficients, etc., et des grands événements. Donc ça, c'était un autre élément marquant qui
qui était important de considérer. Alors, ça paraît un peu brutal comme ça, mais on voulait aussi vous montrer que voilà, quand on travaille sur des sujets d'urbanisme et de paysage, on travaille aussi sur ces questions de projection. Donc là, les tableaux que vous voyez, c'est en fait une interprétation des modèles qui avaient été mis en place par le GIEC, donc à l'avant-dernier rapport. Rapport sur lequel donc, on s'était appuyé pour faire tout ce travail de projection. Et on s'aperçoit finalement, donc quand on dessine entre guillemets un schéma d'aménagement, on doit se projeter relativement loin dans le temps. Mais selon les scénarios finalement qui vont être retenus, les seuils entre guillemets de submersion peuvent vraiment varier et la récurrence surtout peut vraiment varier. Et on s'aperçoit notamment donc, dans le cas de Cherbourg qu'en prenant donc, ce qu'on appelle le RCP 8.5, qui est le scénario plutôt pessimiste dans les rapports du GIEC, et ben même en prenant ce scénario-là, il y a déjà une version pessimiste et une plus positive. Et donc en fonction de ça, ça va déterminer des seuils et des niveaux de récurrence. Et on prend l'exemple qui fait référence aujourd'hui à Cherbourg, qui est celui de 2008. On s'aperçoit qu'en fonction du niveau finalement de pessimisme qu'on va prendre, cet épisode-là en 2100 se répétera tous les ans d'ici 2060 avec la version pessimiste et 2070 avec la version médiane. Donc pour caractériser le risque, finalement, on va être plutôt dans une approche à la vénitienne. C'est-à-dire que Cherbourg connaîtra ce que vit la lagune aujourd'hui, des phénomènes d'aquahalté. On ne sera pas dans un risque subi de grandes vagues submersives ou de très grosses tempêtes. Voilà, ça va être plutôt une variation du plan d'eau qui va guider forcément le rythme des activités et le dessin des espaces publics. Donc pour organiser finalement la réappropriation de ce quai, ce qui a été mis en place et partagé avec les différents partenaires, c'était vraiment de retrouver finalement cette géographie perdue. Et donc on a refait ce travail de superposition entre les différents milieux qui ont existé à un moment donné, donc le système des dunes, des strands et de pleine mer, pour pouvoir recomposer finalement le quai. L'autre élément qui a été vraiment un paramètre fondamental, c'était d'intégrer les différents aléas. Et en ça, on a dû tenir compte évidemment de l'enjeu patrimonial extrêmement fort, puisqu'on a des quais et toute une promenade littorale extrêmement précieuse et qualitative, et sur lequel on a une série d'activités, comme l'évoquait Monsieur le maire, notamment la débarque de pêche, mais pas que, les accès aussi pour les douanes et les pilotes. Et donc il y avait un enjeu de maintenir vraiment le niveau de quai sur cette partie-là. Et après, on a plutôt travaillé sur un fonctionnement de nivellement, l'idée étant de ne pas créer un phénomène d'endiguement. Donc on ne souhaitait pas, et la collectivité, ça a été assez vite partagé, ne souhaitait pas créer des ouvrages de protection qui entraînent énormément de frais annuels pour la collectivité, et avec une gestion du risque qui reste assez limitée, puisqu'en fait les ouvrages doivent être rehaussés en fonction des nouveaux aléas et des nouveaux règlements liés au risque. Donc l'idée, c'était plutôt d'avoir un travail de nivellement qui va plutôt accompagner la submersion, guider l'eau lors des grands événements et la rendre visible en fait. Et maintenir aussi, et donc Monsieur le maire parlait de résilience, c'est exactement ça, c'est-à-dire pouvoir permettre le bon fonctionnement de ce quai-là pendant des périodes d'événements moyens. Donc c'est notamment ce que vous voyez sur la deuxième petite axonométrie, là, où on a encore le quai qui reste accessible. Sur des événements extrêmes, donc là l'espace public va plus jouer son rôle, on va dire, d'espace tampon, de filtre, et donc il s'agit aussi de penser aux futurs bâtiments et d'adapter donc des rez-de-chaussée à la question inondable. Donc 3 approches ont été développées. Il y a celle de l'évitement, donc c'est quasi celle qui arrive spontanément en fait dans les propositions, se mettre sur pilotis au-dessus. Il y a celle plutôt de résister, donc avoir des rez-de-chaussée jusqu'à un certain niveau d'eau qui peuvent encaisser une masse d'eau le temps d'une marée, parce que je le rappelle, on est vraiment sur des événements qui sont liés à une marée haute, quoi. Et enfin, le laisser aller, donc plutôt attitude à la vénitienne, où là, les rez-de-chaussée deviennent inondables. Donc il y a eu une réflexion qui a été menée sur l'ensemble des îlots qui seront construits sur le quai.
avec notamment des typologies de rez-de-chaussée qui puissent évoluer dans le temps en fonction de l'aléa, avec cette capacité à encaisser ou non, à laisser passer ou non, et donc à aussi accueillir toutes les techniques d'une autre manière qu'on le fait aujourd'hui dans la construction classique en France. Il y a eu une réflexion aussi sur la programmation de l'ensemble des petits pavillons. Donc il y a déjà une activation sur lequel, là, je voyais les guinguettes là, qui fonctionnent depuis quelques années maintenant. Voilà, comment on permet aussi d'avoir des équipements saisonniers qui restent inondables et submersibles. Comment on peut avoir aussi des zones de débarque et de vente pour la pêche qui restent submersibles aussi, des éléments du quotidien pour les Cherbourgeois. Et voilà, donc là on retrouve, on va dire, le plan guide d'ensemble d'intervention sur l'ensemble du quai, où on retrouve la cité de la mer, donc en tête de proue là au niveau du quai. Non, il n'y a pas le film. Il était trop juste. Alors, si vous voulez aller voir, vous cherchez sur un moteur de recherche Kelowton Collins Aménagement et vous trouverez un magnifique petit film qui vous montre complètement ce qui est aujourd'hui prévu dans les formes, les endroits où les bâtiments acceptent la montée de l'eau, les autres endroits où l'eau peut monter et redescendre sur le temps de la marée, c'est ce qu'on vous a dit. Donc moi, j'insiste sur deux choses. D'abord, une volonté politique forte, vous l'avez compris, de vouloir reconstruire cet endroit historique de la ville. En plus, compte tenu de la dynamique économique, vous le savez, on vous l'a dit avec mes collègues de l'agglomération du département, ils sont devant, je les salue, on doit construire du logement. Donc ça vise aussi à répondre à la question. C'est un endroit magnifiquement exposé, tout près des bassins. Donc vous avez compris que ce serait un magnifique endroit où investir. Donc celles et ceux d'entre vous qui veulent déjà acheter, on pourra parler de cela un peu plus tard. Il n'y en aura pas pour tout le monde, je précise, bien évidemment. À Cherbourg, les pieds dans l'eau avec le bateau au pied de l'immeuble, ça peut être intéressant. Moi, j'insiste sur autre chose. Je vous l'ai dit hier, c'est que les dossiers, ils sont globaux. Lorsqu'on vous parle du Kelowton Collins, c'est la même chose que lorsqu'avec ma casquette de vice-président à l'économie, je vous parle de la décarbonation du port. Et port de Normandie, on a parlé hier. Lorsqu'on fait le BHNS en développant les liaisons piétonnes, les pistes cyclables, lorsqu'on livre la voie du Homais, cette piste cyclable faite sur une ancienne voie ferrée entre l'Arsenal et la gare, c'est la même chose. Sous tous les angles de notre politique municipale, on a intégré cette question de décarbonation, cette question de préparation à demain, cette question de résilience, de montée des risques. Je l'insiste parce que bien souvent, on a du mal à exprimer cette cohérence. Mais voilà, tous les dossiers, quelle que soit la compétence municipale, aujourd'hui intègrent cette question de mix électrique, cette question de décarbonation, cette question de prise en compte du risque. Je vous l'ai dit aussi hier, lorsque, dans le cadre du réaménagement des quais lié au nouveau système de bus et au développement des pistes cyclables, l'agglomération a réalisé un mur anti-submersion. Aujourd'hui, pour les touristes, les habitants, c'est des bancs fabuleux. On vient s'asseoir, on regarde le bassin. En réalité, c'est bien un mur anti-submersion qui protège une partie de la ville. Donc sur tous les dossiers, j'insiste vraiment sur cette cohérence globale, cette capacité à prendre un peu de la hauteur et à amener ces questions de demain, énergie, résilience, prise en compte du risque, transformation de la ville, modernisation, et à les mettre sur tous les dossiers. Donc de la volonté politique, de la prise en compte de la globalité des sujets d'avenir, et puis une vraie compétence technique que vous avez amené les Marneurs avec un travail, parce que là on vous fait la présentation en 20 minutes, mais on pourrait y passer 3 heures, puisqu'il y a eu des dizaines de comités de pilotage, des dizaines de questions à se poser, jusqu'à où on va, par exemple la décision politique, est-ce que oui, on est capable de construire des bâtiments où l'eau va monter à 50-60 cm, avec les gens à l'intérieur, mais avec des bâtiments qui résistent à cela, c'était une vraie décision. Et donc on a su, je crois, l'affirmer. Et ça a été fait aussi, j'insiste, en lien avec les habitants de la ville, mais aussi les riverains, celles et ceux qui habitent déjà à proximité du quai, qui s'y baladent, pour qui c'est un lieu de vie. D'ailleurs, pour beaucoup d'habitants, cette balade pont tournant Cité de la Mer, c'est la balade du week-end, parce que la digue est très très belle. Je vous parle de la digue qui est juste devant la sortie de la Cité de la Mer, avec une vue assez incroyable sur la ville et notamment le port. Donc on a organisé des visites de sites le samedi matin où les gens venaient nombreux, on a répondu aux questions, on a rassuré. Et je pense qu'on a aujourd'hui un projet assez partagé, co-construit.
Maintenant, il faut le financer, donc ce sera les démolitions vont normalement commencer durant ce mandat, avant la fin du mandat. Et puis, comme on est propriétaire de rien, eh bien on négocie avec Port de Normandie un certain nombre de sujets. On négocie aussi avec la structure de l'État qui vend l'immobilier de l'État. Bon, on vient d'avoir depuis un mois la proposition financière de l'État. Je ne vais pas vous la dévoiler ici, mais de toute façon, c'est par nature trop cher. Donc on va demander à l'État de nous accompagner, puisque je fais le lien avec la dynamique économique. L'État nous demande de construire des logements, l'État nous demande d'accompagner la mise en avant de l'aval du cycle du combustible, avec le développement chez Orano. L'État peut bien nous aider à construire des logements, ça fait partie de ses prérogatives. Et donc on estime que le terrain devrait nous être vendu très très peu cher, pour le dire comme ça. Voilà, en tout cas, on laisse la place aux questions-réponses, mais encore merci à vous, et puis merci de nous avoir permis de rentrer dans cette présentation assez technique ce matin, mais qui vous parle, je crois, du Cherbourg en Cotentin de demain. Merci à vous, on peut vous applaudir. Merci pour cette présentation. Alors concernant les questions, vous y avez déjà répondu en partie, parce qu'il y avait une question sur est-ce que le port de Normandie est OK, donc est-ce que c'était dans la boucle, et est-ce que ça a coûté cher, et est-ce que vous avez été aidé notamment par l'État ou pas. Voilà, donc ça c'était les questions. Ça a coûté cher? Quoi qui a coûté cher? En tout cas, l'ensemble du projet, en tout cas, il va coûter cher, pardon? Oui, c'est pas cher, tout est relatif. Oui, voilà, c'est ça en fait. Mais en fait, peut-être juste pour répondre un peu techniquement, on n'est pas dans un équilibre où la construction de logements va rapporter de l'argent suffisamment pour pouvoir financer, par exemple, l'espace public. Là, en fait, monsieur Arrivé en parlait, c'est vrai qu'on a décidé d'arrêter assez tôt là, dans la partie du quai, la constructibilité, pour des raisons de gestion de la submersion, mais aussi de qualité patrimoniale, etc., de dégagement de la vue et tout. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté aussi de plutôt reconquérir le quai, mais avec des frais conséquents, mais qui ne seront pas forcément mis en balance avec la constructibilité, quoi. Pour le dire encore de façon un peu plus claire, lorsqu'on travaille sur des zones d'aménagement concerté, les fameuses ZAC, les élus savent de quoi je veux parler, l'objectif c'est d'équilibrer les recettes et les dépenses. Ouais, bien sûr. Là, par définition, ce sera une zone d'aménagement concerté déficitaire, mais déficitaire de plusieurs dizaines de millions d'euros. L'objectif, ça va être de comment on finance le déficit, puisque la construction d'immeubles ou de biens publics ne finance pas l'équilibre. Et donc, on aura des discussions à avoir avec l'agglomération, dont c'est la mission aussi et la compétence de résorber des friches urbaines, la région. Mais je parlais du Havre tout à l'heure. Ce qui a été fait au Havre sur les quais est assez magnifique. C'était aussi des opérations déficitaires, parce qu'elles prennent en compte justement les questions de résilience. Donc, ça se finance. C'est noté. Merci en tout cas pour votre transparence et puis à la présentation de ce très beau projet. Merci donc à Benoît Arrivé et à Anthony Amiot, donc de l'agence d'architecture, paysagisme et urbanisme, Les Marneurs. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la salle. On peut les applaudir encore une fois. Merci. Et puis on va donner la parole maintenant à Jean-René Lechattreux, vice-président de l'agglomération du Cotentin, pour une intervention d'environ, vous m'avez dit, 7-8 minutes, hein, c'est ça. Hein. Ben, on va vous donner 10 et puis vous en ferez ce que vous voudrez avec. Merci en tout cas d'être avec nous. Oui, allez-y, hein, vous représentez effectivement l'agglomération du Cotentin. On a eu David Marguerite hier. On est très heureux de vous retrouver et de vous recevoir aujourd'hui, monsieur Lechattreux. C'est à vous. Merci, mesdames, messieurs. Je vous transmets mes sincères salutations, ainsi que celles du président David Marguerite, qui m'a sollicité, et c'est avec grand plaisir que je vais vous donner, disons, la politique, la stratégie de l'agglo du Cotentin. Entre autres, je vais axer mes propos sur la culture du travailler ensemble. Alors, pourquoi ? Au sein de l'agglo, bien sûr, je suis le vice-président en charge des thématiques GEMAPI, que je complète avec celles de l'environnement et de l'énergie, qui sont complètement transversales. Et sachant que l'énergie, au niveau du Cotentin, nous en sommes disons, des garants historiques, surtout sur les énergies décarbonées. Et demain, les énergies nouvelles viendront en grande partie de la mer. Donc le Cotentin, bien sûr, avec sa ville phare de Cherbourg, a bien compris que nous avions de grands atouts sur ces domaines. Alors, sur la thématique littorale, protection,
projection, c'est du travail quotidien. Travail quotidien avec nos équipes, des équipes très intégrées, avec un historique déjà ancien, des ingénieurs, des techniciens qui sont là sur des secteurs dédiés. Et on travaille toujours dans la réflexion, dans la projection et bien sûr tout en étant opérationnel sur toutes ces thématiques. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas grand-chose, hein. Mais le Cotentin est très particulier de par sa géographie, de son littoral, sa diversité. C'est pour moi un atout d'avoir cette diversité, puisqu'on a la chance d'avoir de belles plages, de grandes plages de sable fin, mais nous avons aussi des paysages de falaises, d'enrochements, de pointes, de criques. Tout ça fait un tout qui nous permet de nous projeter sur de grandes thématiques sur la réflexion de demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Moi, depuis que je suis en charge de la GEMAPI sur le territoire, j'ai pris le parti pris de dire, en tant qu'élu, et je suis toujours en position d'apprenant. Le sachant, on en a, et on a chance de les avoir, et ils ont décidé que nous allions travailler ensemble. Alors, on a beaucoup de groupes de réflexion et de programmes en cours. Juste à titre d'exemple, nous travaillons avec le programme Rivage Normand 2100, avec l'Université de Caen, qui nous mettra à terme des projections sur l'avenir du littoral et surtout avec quelles ressources, entre autres les ressources en eau. Un autre exemple, l'ESSEC, qui nous apportera aussi des réflexions sur l'urbanisme, ô combien important. Et depuis une dizaine d'années, sur la côte Est, nous sommes, avec nos amis voisins Baie du Cotentin, sur le programme Notre littoral pour demain. Et nous arrivons sur une phase opérationnelle, ce qui est quand même un but à un moment donné, sur un projet pilote d'adaptation et de relocalisation. Voilà. Moi, je pense qu'on peut se projeter, les élus sont dans leurs responsabilités, mais à condition d'avoir des supports fiables, stables, des données croisées, et surtout des levées d'idées préconçues, qui partent de bons sentiments, mais des fois, on se rend compte qu'on ne va pas vers la bonne direction. Et ces programmes nous permettent de nous projeter, et malheureusement, je suis peut-être trop impatient, je vois le temps qui passe et la nature travaille plus vite que nous. Et à un moment donné, je me dis, mais on réfléchit bien, mais à un moment donné, je dis, on est proactif à quel moment ? Et là, on retombe sur d'autres problématiques. Et là, c'est là que je mets en cause le savoir travailler ensemble avec des services qui sont, eux, dans la pure réglementation. Et là, le réglementaire, des fois, a tendance à nous freiner. Et on a du mal, très souvent, à avoir le même dialogue. On s'en rend compte, nos concitoyens, à juste cause, nous interpellent en nous demandant très régulièrement « mais que se passe-t-il » L'érosion gagne, les submersions sont de plus en plus fortes et on ne voit rien bouger sur le littoral. Ce qui n'est pas en soi vrai, mais c'est un manque de dialogue et un manque de communication. Ça, c'est un autre plan très important. La communication pêche, à mon sens, toujours, parce que c'est là qu'on crée de mauvaises opinions et de mauvaises interprétations de ce qui est fait au sein des collectivités. À un moment donné, on se dit, mais comment on va y arriver ? Alors, on y arrive par quoi ? Par, bien sûr, les connaissances qu'on nous transmet via les scientifiques, par nos services qui instruisent, qui programment, qui entretiennent. Ce sont des grands travaux d'entretien au quotidien
Pour rappel, le Cotentin, c'est 220 km de côte et 2200 km de cours d'eau. Faut toujours garder le lien entre les deux. On ne peut pas les dissocier. C'est les deux piliers du grand cycle de l'eau et on ne peut pas faire l'impasse non plus sur les cours d'eau. C'est énormément d'investissements humains et financiers. Évidemment, nous sommes obligés de faire des choix, des priorités, et nous espérons être toujours dans les bonnes priorités. Mais je pense qu'il faut, si on a quelques faiblesses, qu'il faut arriver à les transformer en atouts, parce qu'on a un formidable laboratoire, sans le savoir, en fait, sous la main, qui nous permettrait, là, c'est là que je mets le savoir, la culture du travail ensemble. Moi, j'ai un rêve, hein, franchement, je vous le dis, entre nous. J'espère que ce n'est pas de l'utopie. C'est qu'un jour, on arrive, élus, collectivités, services de l'État, à pouvoir faire du Cotentin un grand laboratoire national proactif, de par sa diversité, sa longueur de littoral, ses cours d'eau, une ville phare, Cherbourg, qui a un laboratoire à part entière sur l'adaptation, comme l'a dit Monsieur le maire là il y a quelques minutes. Je pense qu'on peut conjuguer toutes ces forces, être proactif et transmettre à d'autres. Il faut partager, il faut savoir partager avec nos voisins, nos collègues nationaux, voire européens. Soyons ambitieux. Mais il faut toujours être proactif. Et le Cotentin a beaucoup d'atouts à développer. Et j'espère que dans les années qui viennent, proches, les plus proches possibles, tout le monde aura envie de travailler dans cette direction. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est la nature qui commande. Je rencontre très souvent des élus qui sont sur les deux extrêmes. Soit qu'il faut, on en parlait hier, de l'enrochement, on est toujours sur certains secteurs, il faut enrocher à tout va, voire bétonner, ou d'autres qui sont plutôt fatalistes en disant c'est la nature, on laisse tout faire. Je pense qu'il y a des positions, des politiques intermédiaires, entre autres l'adaptation, la relocalisation le jour qu'il faudra, mais il faut penser habitat nouveau, il faut penser espace naturel nouveau, tout en préservant la qualité de vie, l'économie. C'est indéniable. Il y a des femmes et des hommes, des enfants, des familles qui vivent sur le Cotentin, même si directement ils ne sont pas liés au domaine maritime. On est tous dans le Cotentin plus ou moins à la merci de ce que peut nous donner la mer. Je dis donner parce qu'on voit souvent la mer d'un œil méfiant, alors que la mer nous nourrit, la mer nous donne la vie directement, on vient de la mer, et il ne faut pas l'oublier. Alors je vous coupe, il vous reste 1 minute. Je finis. Merci. Et pour en finir, encore sur un doux rêve, mais souvent, toutes les semaines, je suis devant la mer, à faire des réunions, etc. Et je lui dis à la mer souvent, qu'est-ce qu'on peut faire de bien ensemble, avec beaucoup d'humilité. Et j'arrêterai là-dessus. Soyons humbles, mais proactifs ensemble. Merci. Merci beaucoup, monsieur Le Châtreux, pour cette prise de parole. Et on va terminer donc ce tour d'horizon des territoires avec le vice-président du département de la Manche, monsieur Axel Fortin-Larivière, s'il vous plaît. Allez, vous avez combien vous voulez? Ce qui reste, 5 minutes alors. Hein, non, je plaisante. Vous avez 10 minutes. Monsieur Fortin-Larivière. On va essayer de les tenir. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, donc, je vous salue, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui encore. Hier, nous avons passé une très bonne journée. Donc, je représente le département et le président du département en tant que vice-président de la commission Nature et Infrastructure. J'ai un petit mot à vous dire d'entrée,
sur cette commission nature-infrastructure qui s'appelait à la précédente mandature infrastructure et environnement. Donc ça a tout un symbole. Et c'est d'ailleurs pour ça, lorsque le futur président du département m'a appelé pour composer, on va dire, son équipe et en me donnant la responsabilité des routes, des ports et des aéroports, où je me suis dit, c'est pas forcément totalement ma tasse de thé. Il m'a parlé de tout ça et il m'a donc fait comprendre que ce serait une manière, quelque part, de penser ces infrastructures, tout en pensant effectivement à l'environnement, à la nature qui nous accompagne et qui nous entoure. Aujourd'hui, on a un leitmotiv, on va dire un étendard au département qui est de faire sobre mais audacieux. Donc globalement, sur ces problématiques de littoral, de gestion de l'eau dans notre département et de réchauffement climatique, il y a effectivement à être audacieux tout en envisageant effectivement d'être un petit peu plus sobre que les dernières années. Donc mon introduction est la suivante. Aujourd'hui, dans la Manche, il y a environ 36 000 hectares de zones littorales qui sont potentiellement en dessous du niveau de la mer, ce qui représente quand même 22 000 bâtiments, donc maisons individuelles, hein, c'est ce qui nous, je dirais, nous inquiète le plus, mais aussi d'un point de vue économique, industriel, des bâtiments agricoles, des bâtiments industriels, voilà, des entreprises, des ateliers d'artisans. Donc la question aujourd'hui par rapport à cette situation du recul du trait de côte, de notre défense contre les submersions marines ne se pose bien évidemment pas, ou bien évidemment plus, même si à une époque on y a douté, aujourd'hui on ne doute plus, ce qui est déjà une forte avancée dans cette transition. Mais nous devons aussi, pour une gestion durable des risques, envisager donc toutes les approches et les actions possibles, même les plus résilientes. C'est un petit peu, on va dire, la direction, le thème de mon discours. Un peu d'histoire, nous vivons proche ou sur le littoral que depuis peu, il faut se le rappeler, à l'échelle géologique. Déjà, il y a 80 ans, hein, c'est la période, j'en parle, j'en profite, on a passé de belles commémorations. Lorsque la liberté arrivait de la mer, c'est pour le symbole, nous n'avions pas autant développé nos lieux de vie sur nos côtes. Au contraire, il y a même 2 semaines à peine, hormis pour les activités issues de la mer, hein, j'entends la pêche ou un peu d'artisanat, autour des ports qui se sont développés pour cela, nos lieux de vie, dans un souci de sécurité, la plupart du temps, étaient assez éloignés du littoral. Il y a même plusieurs siècles, nous allons fêter bientôt un grand anniversaire en Normandie, l'envahisseur venait d'ailleurs souvent de la mer, donc nous nous en écartions. Et puis, dans les années 60, le développement côtier s'est fait de plus en plus important. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi du comment. Nous avons appris à dompter un certain nombre de choses de par notre toute-puissance. Donc nous nous sommes arrangés, on va dire, avec un événement, un élément, la mer, qui, jusqu'à présent, nous avait plutôt, on va dire, apporté des problèmes. Aujourd'hui, ça n'en est plus. Mais nous redécouvrons, globalement, qu'il va falloir composer avec cette grande dame. Donc aujourd'hui, il est important de discuter, d'informer, de former, de sensibiliser toutes et tous afin de faire ensemble les meilleurs choix possibles. Parce que c'est bien ça, il va falloir, on est dans une période de transition, mais il va quand même falloir réussir à faire bien du premier coup. Parce que d'abord et d'une, comme nous l'avons vu et comme il a été déjà débattu, les projets, quels qu'ils soient, coûtent cher. Et aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. La volonté ne suffit pas. Donc, ne nous cachons pas les choses, nous allons devoir nous adapter. Nous devrons aussi comprendre que la gestion de l'eau, et ça c'est important, et je vais vous parler pourquoi, n'est pas uniquement un problème lié à la mer. Parce que dans notre, on va dire dans notre département, de par sa configuration, avec un réel changement des précipitations que vous avez tous constaté, hein, le Crachin, Cherbourgeois, Cotentinois ou Manchois se fait rare aujourd'hui. On est plus dans des événements de mousson. La pression de la mer sur nos 5000 km de cours d'eau, le vice-président de l'agglomération parlait à l'échelle du Cotentin de 2000, 2500, à l'échelle de la Manche, c'est 5000. Voilà. Nous avons aussi 14 000 km de belles routes imperméables, et ça je peux en parler vu que je suis vice-président en charge des déplacements. Nous avons des usages agricoles qui parfois changent très rapidement sans qu'on s'en rende compte véritablement. C'est juste quand il se passe des problèmes que voilà. Et une artificialisation qui, bien qu'elle doit être freinée,
ne passera jamais à zéro, étant donné que la décision qu'on a prise, c'est de se dire tout ce qu'on prend, on rend. Alors, on ne va pas parler du sujet, qui est un sujet un peu compliqué à mettre en œuvre, mais globalement, il y aura toujours un petit peu d'artificialisation, parce que nous devons aussi de continuer à nous adapter. Par conséquent, il va falloir composer avec précision dans nos décisions pour modeler notre environnement de demain. En effet, ne voit-on pas déjà aujourd'hui, et on l'a vu en France cette année, que les plus grosses inondations viennent le plus souvent des terres et pas encore de la mer. Aussi, dans notre territoire, les enjeux sur terre seront aussi importants à prendre en compte qu'en mer. Si vous prenez Google Maps et puis que vous utilisez le petit outil de mesure, vous remarquerez qu'à certains endroits, la côte est, là où il y a la mer du Nord qui quelque part se déverse globalement, et la côte ouest, où il y a l'Atlantique, il y a 42 km. 42 km, c'est le point le plus éloigné de la Manche avec la mer. Vous pourrez regarder aussi, voilà. 42 km, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup, effectivement, pour permettre à la mer de continuer à s'étaler, mais c'est aussi pas beaucoup pour permettre aux cours d'eau aussi de s'étaler quand la mer les empêche de descendre. Mais vous constaterez aussi qu'au fil des siècles, au fil des millénaires, notre territoire s'est aussi modelé. Nous avons, par exemple, entre Barneville, Carteret et Granville, 8 havres qui sont des vrais, on va dire, tampons, des vrais freins à cette montée des eaux. Donc très clairement, aujourd'hui, se pose la question de l'adaptation par rapport à ces sujets-là. Alors, je vais m'en profiter, avant de vous parler un peu plus et précisément de la politique du département, de vous citer un exemple. Donc, il y a 8 havres, je vous disais, l'havre de Carteret, Port-Bail, Surville, Saint-Germain-sur-Aie, Géfos, Blainville, Raigneville et le havre de la Venlée. Donc, si ça intéresse scientifiquement les gens, vous verrez l'intérêt naturel de ces ouvrages qui se sont mis en place sans, je dirais, peu l'intervention de l'homme, mais qui avaient vocation aujourd'hui, par rapport à la Terre, à freiner les assauts de la mer. Aujourd'hui, vous y trouverez, sur ces havres, qui bordent que le côté ouest, une route qui est la D650. Donc la D650, pour ceux qui la connaissent un peu mieux, c'est ce qu'on appelle la route des carottes, quand on est près de Créance, c'est la route touristique. C'est celle qui, aujourd'hui, quand vous descendez en Bretagne, vous donne le meilleur point de vue sur la nature. Il y a des endroits absolument magnifiques. Mais à certains endroits, cette route est obligée de passer au-dessus des havres. Et bien souvent, à l'époque, on n'avait pas forcément, je dirais, tout en tête tous ces problèmes-là. Donc on a créé des cordons, des cordeaux, on va dire, des espèces de grosses buttes, dans lesquelles on a mis quelques trous quand même pour que la mer passe un petit peu. Donc la plupart du temps, par exemple, je vais citer celui de Port-Bail. Il y a encore 3 ans, c'était un pont, un ouvrage d'art, qui faisait à peu près une dizaine de mètres et sur lequel il y avait 2 buses de 2,50 mètres. Donc, à cet endroit-là, le département a tout enlevé. Voilà. Et nous avons reconstruit. Alors, s'est posé la question de savoir est-ce qu'on garde la route ? Parce qu'il y en a d'autres qui passent, je dirais... on peut passer, plus petite, moins circulante, mais comme on est quand même dans une période de transition et qu'on ne peut pas tout arrêter du premier coup, parce que ça mettrait en difficulté beaucoup de choses, le tourisme, l'économie, la vie des habitants. Voilà. Donc, comme on est dans une période de transition, on s'adapte. Et on a fait, vous pourrez y aller, un pont de 45 mètres de long sur des pieux, qui ont quand même été enfoncés à 33 mètres, alors qu'au début, il devait l'être à 17. Donc, quand on fait, on découvre aussi. Et qui permet maintenant totalement à la mer de circuler, on va dire, et de remplir le Havre de manière totalement naturelle. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait en sorte que la mer n'utilise plus sa puissance pour lutter contre les ouvrages qu'elle rencontre, mais au contraire, comme on l'a vu sur d'autres exemples de maisons en pilotis, là on a fait un pont en pilotis, quelque part. Voilà. Mais il se posera aussi la même problématique, par exemple, sur le Havre de Géfos, parce que là, pour le coup, la mer, elle n'est pas à 1 km, le pont n'est pas à 1 km ou 2 km de la mer, il est carrément sur la plage. Il vous reste 1 minute. Voilà, tout à fait.
Donc voilà, donc très rapidement, la politique, vous l'avez compris, du département, c'est de faire en sorte de mettre en place plusieurs dispositifs, des dispositifs incitatifs. Donc l'objectif est d'accompagner le plus possible des opérations de pilotage et de recomposition spatiale dont je viens vous parler. Ça peut être aussi des dispositifs encadrés, donc dans le cadre de la solidarité territoriale, d'accompagner bien évidemment sous condition des travaux de protection du trait de côte, parce qu'à certains endroits ce sera nécessaire. Mais c'est aussi des dispositifs pionniers pour soutenir, on va dire, toutes les initiatives que les Manchois eux-mêmes, en termes de sensibilisation aux risques littoraux, pourraient mettre en place. C'est la mise en place d'un observatoire, en tout cas la continuité d'un observatoire départemental du trait de côte, donc en partenariat avec le CNAM Intecmer, donc c'est ce qu'on appelle un observatoire scientifique, qui a déjà permis d'installer un certain nombre de stations, donc 156 stations pour la mesure du profil de plage. Voilà, c'est aussi la mise en place de poteaux qui permettent à chacun de mesurer les hauteurs de dunes et donc de diffuser individuellement toutes vos photos que vous prendrez sur ces stations-là tout autour de la côte pour alimenter des bases de données, parce que comme je l'ai dit hier, plus on a de données, plus on est capable de prendre les bonnes décisions. Donc cet observatoire citoyen est un partenariat avec Intecmer, donc sur deux dispositifs, un qui s'appelle le The COS Snap, donc ça permet de prendre des photos toujours au même endroit, et vous les verrez, c'est des petites bornes qui vous permettent de mettre votre téléphone, ou des buses, effectivement, qui permettent de mesurer, on va dire, la hauteur des dunes, qui s'appelle Altipage. Puis ce sont aussi des expositions itinérantes, comme Lithomorphose, qui va permettre aussi, pendant plusieurs années, de sensibiliser les Manchois à ces problématiques. Il y a un nouveau site internet, je vous invite à y aller, parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de liens. Voilà, c'est des ouvrages donc aussi qu'on publie, parce que bon, pour la jeunesse, celui-ci va être distribué prochainement donc, à tous les élèves de 5e et qui parlent effectivement de toutes ces problématiques-là. C'est des concours d'idées aussi qui s'appellent Empreintes, habiter le littoral manchois de demain, donc qui permettra aussi à chacun d'exprimer un certain nombre de projets. C'est plein de projets pilotes aussi avec les collèges. Je termine. Il me reste une ligne. Donc voilà, avec les collèges, parce que le département, effectivement, gère les collèges du département, donc on utilise aussi les ressources et l'intelligence de nos jeunes générations. Et puis, c'est un projet de résidence aussi artistique et culturelle autour du littoral de proximité concerné par les risques littoraux et les dérèglements climatiques, parce que tout ça, bien évidemment, doit se faire, on va dire, plus dans l'envie d'avancer et dans, on va dire, le besoin de bien faire demain et non pas forcément uniquement dans la peur et l'angoisse. Faisons-nous confiance pour faire de belles choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel Fortin-Larivière. Je comprends, hein, il y a beaucoup d'actions qui sont menées par le département de la Manche et vous aviez à cœur de nous en faire part.